Premier ministre comme les autres chefs de parti? Et si oui, qu'est-il ressorti de cet entretien? Oui, bien sûr, le Premier ministre a appelé les présidents de partis politiques pour connaître leur avis sur le confinement, mais aussi sur le déconfinement, sur le tracking. Et j'ai donc exprimé au Premier ministre ma position, qui est que je pense que nous ne devons pas être dans une stratégie défensive vis-à-vis de cette crise sanitaire, mais au contraire offensive, et qu'il faut que ce temps de confinement, qui est très durement ressenti par beaucoup de nos compatriotes, soit au moins utile pour commencer à prendre des décisions qui sont maintenant urgentes, tester par exemple massivement les gens qui travaillent. Car il est évident que lorsqu'on déconfinera, si le virus continue à circuler chez les gens qui sont actuellement en train de travailler, eh bien, ce sacrifice n'aura servi strictement à rien. Donc, il faut vraiment massivement obtenir des tests pour savoir qui aujourd'hui est susceptible d'être malade, pour qu'il puisse être isolé et permettre ainsi de voir le bout du tunnel. Il y a Marine Le toute une Pen, série de choses à faire dès maintenant. justement, on va prendre ces dossiers-là les uns après les autres. Vous parlez de stratégie offensive et utile, on va voir comment ça peut se concrétiser. Mais dans les mots, la réponse du Premier ministre, vous qui êtes très critique depuis le début de la crise, avez-vous trouvé de quoi vous rassurer? Mais le Premier ministre n'était pas tant là pour me rassurer, je crois, que pour essayer de savoir ce que l'opposition pense, quelle stratégie nous souhaitons mettre en œuvre, quel peut-être conseil, après tout, pouvons-nous apporter au gouvernement, car je crois que c'est aussi, bien entendu, notre rôle, et c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, Alors, depuis le début de cette crise. Alors encore une fois, on va prendre les choses point par point. Le président s'exprime demain à 20 heures. On attend certainement une date de déconfinement. Peut-être mi-mai, voilà ce qui est écrit ici ou là. Bon, on n'a pas la confirmation, mais est-ce que ce serait raisonnable selon vous? Et quelle Mais opinion avez-vous exprimée sur le sujet? Avez-vous un avis, vous, sur la date? Mais je ne peux pas avoir d'avis sur la date si le gouvernement et si M. Macron ne nous dit pas où est-ce qu'ils en sont des tests et des masques. Car il ne peut pas y avoir de déconfinement, qu'il soit économique ou qu'il touche la population, s'il n'y a pas, encore une fois, de tests massifs, s'il n'y a pas de masques à disposition des Français. On sait que les niveaux d'auto-immunisation semblent extrêmement en l'état décevant. Donc il faut tester, il faut profiter du confinement pour tester tous ceux qui aujourd'hui travaillent. On a vu qu'il y a un pilote qui est parti chercher des masques, qui s'est retrouvé coincé en Chine parce qu'il était positif au coronavirus, si vous voulez. Donc, encore une fois, ce que je ne souhaite pas, c'est que le sacrifice qui est fait par les Français soit inutile. Donc, il faut arrêter le défensif, il faut être offensif, il faut commencer à désinfecter l'ensemble des transports et des espaces publics. Il faut qu'on soit autosuffisant pour généraliser les masques au moment du déconfinement. Il faut Alors, que les tests massifs soient mis en œuvre. Il faut maintenant avoir une réflexion sur les traitements. Est-ce que oui ou non on a un traitement, ou est-ce qu'on teste un traitement dès le début des symptômes? Il faut aussi, pardonnez-moi, mais fermer nos frontières. alors Parce que justement, Marine Le le Pen, pire, ce vraiment. serait qu'on subisse une deuxième vague, parce que, y compris dans l'espace Schengen, il y a des pays qui ont fait un Mais autre choix stratégique que On, le nôtre. on va y venir, vraiment, c'est une promesse que je vous fais. Mais sur la stratégie de déconfinement, sur la manière dont c'est organisé, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de William Dab, l'ancien directeur général de la santé, c'était hier, et il pointe du doigt un manque de coordination. Il appelle à un commandement unifié. Il dit, je le cite, il faut un maréchal Foch, il faut un militaire, selon lui, pour coordonner tout cela. Qu'en pensez-vous? Et je pense que la cellule interministérielle de crise aurait dû être mise en œuvre au mois de janvier. C'est son but, c'est son rôle essentiel, c'est précisément d'être sous la direction du Premier ministre la cellule qui organise et coordonne l'ensemble des actions. Ça n'est pas le choix qui a été fait. Elle a été mise en œuvre extrêmement tard, une fois de plus. Je crois que c'était dans la deuxième quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire quasiment une des dernières décisions qui a été prise. Alors on se retrouve dans une situation où des agences régionales de santé ont des stratégies qui sont
totalement différentes d'un département à l'autre. Certaines ont fait appel au privé, certaines se refusent à faire appel aux cliniques privées, certaines ont accordé des masques aux pompes funèbres, certaines leur expliquent qu'ils ne sont pas prioritaires. Enfin, c'est parti absolument dans tous les sens. Et on se retrouve dans un pays dans lequel on voit que les entreprises, le privé, les Français sont réactifs, sont souples, sont véloces, et où semble-t-il on est complètement dans l'inertie d'une véritable bureaucratie qui fait qu'on a le sentiment que rien n'avance. Alors, moi, j'ai prévenu avec beaucoup d'honnêteté le Premier ministre, si on ne donne pas aux Français un espoir de bout du tunnel, s'ils n'ont pas le sentiment qu'on est en train de préparer, lorsqu'il adviendra, le succès du déconfinement, alors il est sûr que la désespérance risque de gagner beaucoup de nos compatriotes. Alors justement, pour accompagner la stratégie de déconfinement, est-ce que vous demandez par exemple, est-ce que le Parlement soit associé aux discussions, pourquoi pas dans un débat parlementaire? Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, les choses sont très claires. Les masques et les tests. Sans masque, sans test, alors il n'y a pas de déconfinement. Donc, si le gouvernement ne met pas la pédale d'accélérateur après tout le temps qui a été perdu, parce que, vous savez, on dit le temps perdu ne se rattrape guère. Eh bien, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que le temps que nous avons perdu à ne pas réagir dès le mois de janvier fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons à passer des commandes dans une situation de tension mondiale extrêmement forte. Et donc, il faut essayer de rattraper ce temps perdu. Comment est-ce qu'on le rattrape? Par la réorientation massive de notre économie, en s'appuyant sur nos industries, en s'appuyant sur nos entreprises. Et je suis convaincue qu'elles sont prêtes à le faire, mais il faut des ordres clairs. Alors, j'allais parler de Thierry Breton, mais je vais rebondir plutôt sur la possibilité d'une loi pour réquisitionner l'industrie textile. Vous seriez en faveur d'une telle loi? Mais on n'a pas besoin de la réquisitionner. Elle est l'arme au pied. Elle attend juste qu'on lui demande. Pourquoi tout de suite utiliser des mots qui sont des mots contraignants? Je pense que beaucoup, encore une fois, de nos industries sont prêtes à se mettre à disposition de l'État pour pouvoir organiser au mieux, encore une fois, les conditions de ce déconfinement. Il suffit de leur demander. Moi je vois l'affaire d'Air Liquide. Vous avez vu que Air Liquide, dès le début du mois de mars, s'est approché du gouvernement en proposant d'organiser un holding pour fabriquer des respirateurs artificiels. Eh bien, d'après ce que l'on sait, il a fallu 15 jours ou 3 semaines avant que le gouvernement apporte une réponse, avant que l'État apporte une réponse. Donc, encore une fois, les lourdeurs, elles ne sont pas du côté de nos entreprises et de nos industries. Thierry Breton, donc le commissaire européen en charge du marché intérieur sur cette antenne aujourd'hui, a dit que l'objectif de l'Europe, c'est qu'elle soit indépendante en production de masques dans 4 ou 5 mois. Oui, ça aurait été bien qu'il se pose la question avant, parce qu'on ne va pas rester confiné pendant 4 ou 5 mois tout de même. Bon, on voit que l'Union européenne a été totalement inefficace dans cette crise et surtout on s'aperçoit des carences de cette Union européenne. Pourquoi? Parce que prenons l'exemple des pénuries de médicaments. En 2017, il y avait au sein de l'Union européenne 538 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui ont connu une pénurie. Qu'a fait l'Union européenne pour régler ce problème? Rien, zéro. En 2008, dans un rapport, on apprenait que 86% des hôpitaux européens déclaraient que la gestion de la rupture des médicaments était un sujet de préoccupation quotidien. Qu'a fait l'Union européenne? Rien. Alors l'Union européenne, elle est bien gentille, mais objectivement, je préfère m'appuyer sur les forces françaises et sur les entreprises françaises pour obtenir d'arriver à être autosuffisants en matière de production de masques plutôt que de compter sur l'Union européenne qui nous les promet pour dans 5 mois. Alors sur les fermetures de frontières, là encore, il se profile une demande de fermeture de frontières de l'espace Schengen, en tout cas jusqu'au mois de septembre. Y êtes-vous en faveur? Je pense que oui, j'imagine. Mais est-ce que vous voulez qu'on ferme les frontières françaises du pays jusqu'au mois de septembre? Mais il est évident qu'il faut que nous maîtrisions nos frontières pour 2 raisons. D'abord parce que je n'ai aucune confiance dans Schengen. Voilà. Pour une raison simple, c'est que Schengen, ça n'est pas un dispositif ni même un traité de protection de nos frontières, c'est un traité de libre circulation. Donc, comme son nom l'indique, il est là pour organiser la libre circulation. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement,
Le problème, c'est que nous avons au sein de l'Union européenne des pays qui ont fait des choix très différents en matière de stratégie. En Suède, là, au moment où on se parle, ils sont en boîte de nuit. Ils sont dans des bars, ils sont au restaurant. Alors, si vous voulez, il faut évidemment que nous protégions nos frontières nationales pour pouvoir savoir qui entre chez nous et mettre des critères, des conditions à l'arrivée des gens. Accessoirement, d'ailleurs, pendant un certain nombre de mois, demander à ce que ceux qui viennent, qui entrent sur notre territoire, soient mis en quarantaine pour, encore une fois, éviter que le confinement très pénible n'ait servi à rien. Moi, je pense qu'il faut vraiment compter sur nos forces et absolument pas compter sur une Union européenne qui a démontré sa très grande faiblesse dans cette crise. Vous avez vu certainement cette information du JDD, 104 parlementaires issus de 10 partis qui adressent une lettre à Édouard Philippe pour réclamer la régularisation des sans-papiers face à l'épidémie de Covid-19. Et il s'appuie sur ce qui s'est passé au Portugal, c'est-à-dire la régularisation provisoire des immigrés pour qu'ils puissent avoir accès aux soins et aux aides financières. Ce serait possible en France et pourquoi pas selon vous? On voit qu'il y a des élus de gauche, ils ne perdent pas la boule. Hein. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'avancer sur leur immigrationnisme, ils ne ratent pas une occasion de le faire. La situation de la France n'a rien à voir avec celle du Portugal. Je vous rappelle qu'en France, je ne sais pas d'ailleurs comment c'est au Portugal, mais on soigne les gens qui sont clandestins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de centres d'hébergement sont à ciel ouvert. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, on a donné des attestations de SDF à des clandestins, à des migrants, et que leur confinement se fait sur la base du volontariat. Là aussi, excusez-moi, mais beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à obtenir le confinement de ces gens, alors même qu'ils devraient être soumis aux mêmes lois que tous les autres, peut-être même encore plus respectueux de ces lois. On a vidé les centres de rétention administrative, on vide les centres d'hébergement. Mais à quoi rime tout cela? Il est évident qu'on aggrave évidemment le risque d'une diffusion de l'épidémie. Enfin, vous me direz, j'ai appris. S'ils n'ont pas accès aux soins, n'y a-t-il pas là un risque également? Mais d'où ils n'auraient pas accès aux soins, madame? D'où qui ose aujourd'hui affirmer qu'ils n'ont pas accès aux soins? Non seulement ils ont accès aux soins, mais ça nous coûte une fortune. Bon, et ça fait des années que ça dure. Donc il faut arrêter avec cela. En revanche, j'ai eu une information dans le cadre d'une audio-conférence avec le préfet dans mon département que les centres d'hébergement de migrants avaient obtenu une dotation spécifique de masques pour un mois. J'aurais peut-être bien aimé aussi que ce soit le cas des EHPAD, voyez-vous. On va continuer à avancer sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine pour être bien plus précise. Estimez-vous que le président de la République doit s'exprimer sur le sujet demain? Pensez-vous que c'est à l'Élysée de trancher sur ce sujet? Je rappelle votre position, vous demandez la liberté pour les médecins d'en prescrire, par exemple, de l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mis le doigt dans ce débat, permettez-moi. Rien ne les obligeait à prendre un décret interdisant aux médecins de pouvoir prescrire ces deux molécules, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments tellement anciens qu'ils sont, en tout cas pour l'hydroxychloroquine, tombés dans le domaine public, que les médecins utilisent régulièrement depuis près de 60 ans. C'est le gouvernement qui a pris la décision d'interdire la prescription par les médecins de ville. Donc c'est à lui de nous dire s'il persiste dans ce choix, que je considère comme erroné, ou s'ils font confiance aux médecins de ville qui ont fait les études, qui n'ont pas volé leur diplôme, pour pouvoir prescrire ces deux molécules à ceux qui ont les symptômes pour tenter de faire baisser la charge virale. Je ne sais pas si c'est efficace ou non, parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas fait ces 10 années d'études de médecine, mais je pense que les médecins... Marine Le Pen, très certainement, dans Le Monde ou par ailleurs, qui indique qu'il y a des cas de troubles cardiaques qui ont été remontés, par exemple, pour être très précise, au Centre régional de pharmacovigilance. Vous les voyez, vous les lisez, ces alertes sur des risques liés à ce traitement, mais ça ne change pas votre avis. Madame, il me semble que les cas qui ont été évoqués sont des cas qui ont été détectés dans les hôpitaux.
Or moi, depuis le départ, je conteste l'idée de soumettre des patients qui sont à l'hôpital et donc en situation grave à ce traitement, mais pour une raison très simple, c'est que le professeur Raoult a expliqué que le seul intérêt de ce traitement, c'était lorsqu'il était pris au tout début des symptômes et pas pour les cas graves, puisque pour les cas graves, ça ne servait strictement à rien. Si en plus de ne servir à rien, c'est dangereux, alors encore une fois, il ne faut pas les prescrire à des gens qui sont en situation grave. Pour poser la question simplement, comment avez-vous réagi en voyant la présence du président de la République aux côtés du professeur Raoult à Marseille pour suivre ses travaux? Je pense que le président court un peu après les événements. J'espère qu'ils vont revenir encore une fois sur une décision que tout le monde a du mal à comprendre au moment où on se parle. Je le souhaite et je pense qu'il faut faire confiance aux médecins. D'ailleurs, dès le départ de cette crise, je vais vous dire, j'ai regretté moi les choix qui ont été faits par le gouvernement. On a décidé de ne pas faire confiance aux médecins de ville. Mais pourquoi? On a un réseau de médecins de ville qui fait une des grandes forces de notre système de santé. On aurait pu très bien s'appuyer sur eux. On a fait le choix de ne pas s'appuyer sur eux. Souvenez-vous, au départ, on disait aux gens, surtout, n'appelez pas votre médecin, surtout, n'allez pas voir votre médecin, appelez le 15. Et puis, en cours de route, ça a changé. Je ne sais pas exactement quand, d'ailleurs. Ça n'a pas fait l'objet d'une déclaration officielle. Appuyons-nous sur nos médecins. Mais le président de la République, Marine Le Pen, ne décide pas tout seul. Il a un conseil scientifique, par exemple, à ses côtés. Il suit aussi parfois les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Vous estimez que le conseil scientifique n'est pas à la hauteur, pas crédible, que l'Organisation mondiale de la santé ne dit pas, ne fait pas ce qu'il faut? Je vais vous dire, j'aurais bien aimé que le gouvernement écoute l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, quand l'Organisation mondiale de la santé a dit il faut tester, tester, tester. Parce que tester, la réalité, c'est qu'on n'a testé personne. Voilà. Et c'est que quand des gens ont été malades, quand ils ont eu des symptômes, eh bien, on leur a dit qu'on ne les prendrait pas à l'hôpital, évidemment, on ne pouvait pas les prendre, et qu'ils ne seraient pas testés. Si on les avait testés, eh bien, on aurait pu les isoler. On aurait évité les contaminations intrafamiliales. On aurait pu peut-être les mettre leur offrir d'aller dans des chambres d'hôtel pour éviter de contaminer leur famille. On aurait pu, sous surveillance médicale, éviter que leur situation s'aggrave. On a vu des cas spectaculaires d'aggravation qui ont entraîné des décès de manière extrêmement rapide au bout de quelques jours. Et on aurait très probablement pu endiguer plus facilement cette épidémie, car si nous sommes en confinement aujourd'hui, madame, il faut que chacun le comprenne, c'est parce que la phase d'endiguement a échoué. Un mot de l'école, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes en faveur d'une reprise de l'école uniquement au mois de septembre? Est-ce que ça vous semble de bon sens? Oui, ça me semble de bon sens. Pourquoi? Ça me semble de bon sens parce qu'encore une fois, nous n'avons ni test ni masque. Que nous sommes mi-avril, que je ne suis absolument pas convaincue que nous ayons des masques et des tests en grand nombre mi-mai. J'ai entendu M. Véran le 26 mars, hein, c'est très tard, nous indiquer qu'il avait commandé 2 millions de tests que nous aurions au mois d'avril. Alors 2 millions de tests, vu que nous sommes 67 millions, je pense qu'on en a quand même pour quelques années à ce rythme-là. Donc oui, il m'apparaît raisonnable que les enfants ne rentrent pas à l'école avant le mois de septembre. Vous estimez toujours, Marine Le Pen, qu'on ne nous dit pas, je ne sais pas comment formuler les choses, mais toute la vérité, par exemple, autour des tests et des masques? Et pourquoi on ne nous le dirait pas? J'en sais rien, madame. Moi, j'ai posé des questions. Vous savez, je suis un député d'opposition. J'ai adressé, je crois, le 22 février, une question au gouvernement, le 22 février, en disant « Combien avez-vous commandé de masques? À qui les avez-vous commandés ? Quand sont les dates de livraison et quand ont été signés les bons de commande ?» Je n'ai toujours pas de réponse au moment où nous nous parlons. J'ai vu M. Véran, j'ai vu M. Salomon, j'ai vu Mme Sibeth Ndiaye et tous les autres venir nous expliquer que tout était sous contrôle, que nous étions très bien préparés, que les masques avaient été commandés. Et tout ça, c'est une communication qui a été faite au mois de mars. Et je m'aperçois que nous avons encore des soignants
qui fabriquent des masques eux-mêmes, qui ne sont pas protégés correctement alors qu'ils sont en première ligne, que les policiers ne sont pas protégés, que les pompes funèbres ne sont pas protégées, que les Vous infirmiers l'avez dit libéraux au ne sont Premier pas ministre protégés. tout à l'heure, Marine Le Pen, et que vous a-t-il répondu sur ce sujet? Il m'a dit qu'il faisait le maximum pour que nous puissions être dotés. Et rien de plus? D'accord. On va parler du déconfinement sous un autre angle, le déconfinement économique. Estimez-vous qu'il faut déconfiner, en quelque sorte, l'économie à partir de maintenant? Je rappelle qu'il y a 8 millions de salariés au chômage partiel et qu'il y a des appels à reprendre le travail qui commencent à se multiplier, notamment de la part du patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, qui, lui, appelle les entrepreneurs à se remettre au travail. Par exemple, Olivier Faure, du Parti socialiste, ce matin, a parlé de cynisme. Vous pourriez utiliser les mêmes mots ou ça vous semble de bon sens, effectivement, de répondre à l'appel de Geoffroy Roux de Bézieux? Non, mais monsieur Roux de Bézieux, il faut qu'il comprenne que l'économie, c'est pas une espèce de bulle à part de la vie, quoi, hein. L'économie, ce sont les Français qui travaillent. Par Vous êtes conséquent, choqué? je suis choquée. Disons que je trouve un peu étonnant cette distanciation de monsieur Roux de Bézieux avec les préoccupations que nous avons tous sur la santé de nos compatriotes. Je répète, sans masque, sans test, il n'est pas possible d'envisager un déconfinement de quelque nature que ce soit. Donc si monsieur Roux de Bézieux, qu'on a très peu entendu par ailleurs dans cette crise, hein, très peu, hein, s'il veut accélérer le déconfinement, eh bien, ils ont qu'à mettre autour de la table toutes ces grandes entreprises du CAC 40 pour se mettre à disposition du pays, pour fabriquer des surblouses, pour fabriquer des écouvillons, pour fabriquer des tests, pour fabriquer des masques, pour fabriquer des gants, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra déconfiner en toute Alors sécurité. du coup, quand vous avez appris la réouverture de l'usine Toyota à Valenciennes avec ses 4500 salariés, comment avez-vous réagi alors que la direction dit que toutes les mesures de sécurité sanitaire nécessaires sont mises en place? Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je suis heureuse que Toyota puisse apporter à ses salariés toutes les conditions de sécurité, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont totalement démunis. Vous imaginez bien que si l'État est totalement démuni en matière de masques et d'éléments de protection, beaucoup d'entreprises sont également dans cette situation. Donc oui, je comprends bien qu'il faille des pneus pour les voitures des policiers, pour les ambulances, et que Michelin est ouvert. Oui, je conçois bien qu'il faut qu'un certain nombre de secteurs essentiels de notre économie, les routiers, les policiers, les gendarmes, les soignants, puissent travailler, mais en l'état, encore une fois, les entreprises, l'État n'a pas mis en place les conditions pour qu'un déconfinement puisse s'effectuer dans des conditions de sécurité pour les Français. Et c'est pour ça que je l'appelle, l'État, à avoir maintenant une stratégie offensive et pas seulement défensive. On ne peut pas continuer pendant des semaines et des semaines et des semaines à gérer la pénurie. Il faut prendre les choses en main, il faut impulser véritablement les moyens de notre autosuffisance dans ces domaines-là. Sur l'économie toujours, est-ce que vous entendez ceux qui commencent à dire qu'on parle, et c'est bien normal, des morts sanitaires, mais qu'il ne faut pas oublier les morts économiques sur le moyen et le long terme? Et je prolonge la question avec ceux qui commencent à dire qu'il faudra travailler plus pour rattraper la perte d'activité. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a dit qu'il faudra probablement travailler plus pour que nous ne l'avons fait par avant. Geoffroy Roux de Bézieux, il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés, des congés payés pour accompagner. Oui, on voit qu'en réalité, ils se servent, et c'est vrai que c'est très cynique, ils se servent de cette crise sanitaire pour continuer à avancer leurs idées. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que leur modèle économique, celui qu'ils ont défendu, celui qu'ils nous ont vendu, est un modèle économique qui est en train de démontrer non seulement son inefficacité, mais qu'il est proprement dangereux. Alors, est-ce que je suis préoccupée? Bien sûr, je suis terriblement préoccupée par la situation économique dans les mois qui vont venir et par évidemment
la situation sociale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une proposition qui n'a pas été entendue, que je reformule à nouveau. On voit bien que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à obtenir ce fonds de solidarité de 1500 euros qui est par ailleurs dérisoire. Beaucoup de TPE vont être d'ici quelques jours en manque total de liquidité. Il faut à tout prix que sur les 750 milliards qui a été mis à disposition par la Banque centrale européenne, eh bien, il ne soit pas exclusivement distribué aux banques ou aux grands groupes. Il faut que 10 milliards soient attribués aux TPE, à toutes les entreprises de moins de 1000 salariés, à hauteur de 1500 euros forfaitaires, plus 1000 euros par salarié, et ce, chaque mois, jusqu'à la fin du confinement. Car sinon, effectivement, nous allons avoir une situation catastrophique. Je rappelle que selon un sondage IFOP, 38% des artisans et des commerçants ne touchent aucun revenu au moment où nous nous parlons, et seuls 52% des ouvriers touchent l'intégralité de leur salaire. Et ce n'est pas à eux de payer la crise, hein. Est-ce que vous souhaitez, là encore sur ce point, que le Parlement soit associé à la discussion sur le déconfinement économique? C'est notamment une proposition de Damien Abad ou Éric Woerth du côté des Républicains. Mais évidemment, le gouvernement doit s'appuyer sur son opposition. Nous sommes les meilleurs capteurs du terrain. Nous avons des choses à dire. Lorsque nous avons dit dès le départ, nous au Rassemblement national, attention, les mesures que vous mettez en place avec la BPI, eh bien, elle va être submergée et très rapidement saturée. Lorsque nous avons dit, vous faites accorder des prêts par les banques, beaucoup, très certainement de banques, ne joueront pas le jeu, et c'est exactement les remontées de terrain que nous avons. Mais surtout, il faut encore une fois obtenir, puisque manifestement le président de la République a été touché par la grâce, hein, et s'aperçoit que le modèle économique qu'il a défendu jusqu'au bout et nous a entraînés dans la situation dans laquelle nous sommes. Il faut qu'il se tourne aussi vers l'Union européenne pour demander la suspension des critères de contrôle au titre du mécanisme européen, l'abandon des critères de Maastricht, l'abandon des exigences des réformes structurelles. Et il faut que nous aidions directement les TPE et les PME, car sinon, c'est sûr qu'on va avoir un carnage économique et social. Seriez-vous en faveur d'un revenu universel en France? J'imagine que vous avez vu cette tribune de président socialiste de département qu'il réclame. Non. Non, mais en l'état, je ne suis pas pour ces mesures-là. Je suis encore une fois pour qu'on permette à des entreprises qui sont parfaitement viables, qu'on a fermées par décision administrative. On n'est pas dans la situation d'une crise financière. On est dans une situation où on a obligé des entreprises à fermer. Par conséquent, nous leur devons évidemment un soutien sur leur liquidité. Je vous donne un exemple très simple. Un magasin de vêtements, eh bien, c'est maintenant qu'il doit acheter son stock pour l'hiver prochain. S'il n'a pas de liquidité, ce n'est pas avec les 1500 euros de fonds de solidarité qu'il va pouvoir le faire. Eh bien, il ne pourra plus travailler et il fermera l'hiver prochain. De la même manière, le report des charges, le report des impôts, le report des factures, c'est bien, mais ça reste un report. Il faut annuler les charges, Marine Le Pen? Oui, je pense qu'il faut les annuler pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de revenus en face. Et il n'y a pas de revenus précisément parce que toutes ces entreprises sont en situation de fermeture administrative. J'ai encore 3 questions à vous poser et le temps nous est maintenant un peu compté. Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche, dans le JDD aujourd'hui, ouvre la voie à l'abandon de la réforme des retraites. On imagine votre satisfaction. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas viable aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ce gouvernement, en réalité, s'est trompé sur tout. Il s'est trompé sur le modèle qu'il nous a vendu, il s'est trompé sur le modèle qu'il a défendu. Et quand je les entends aujourd'hui dire qu'Emmanuel Macron va faire un grand discours en juillet sur le monde d'après, moi je viens dire que le monde d'après ne peut pas être dessiné par celui qui jusqu'au bout aura défendu le monde d'avant. Y a-t-il un risque, selon vous, d'embrasement social à l'issue de cette crise? Je précise mon propos. Article dans le Parisien aujourd'hui, des fiches des renseignements indiqueraient qu'il y aurait des mouvements de contestation qui pourraient voir le jour, comme un peu on l'aurait vu lors des Gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez, vous? Moi, je ne le pense pas. Je vais vous dire que l'extrême gauche cherche à mener la révolution
et à diffuser l'anarchie. Elle cherche toujours à le faire et elle se sert de toutes les circonstances, y compris des circonstances aussi dramatiques que celles que nous vivons, pour essayer d'imposer le grand soir. Je ne crois pas que les Français suivront l'extrême gauche sur cette voie, de la même manière que la CGT a échoué totalement dans son scandaleux appel à la grève effectué en pleine crise sanitaire. Ils n'ont pas du tout été suivis et je ne le crois pas. En revanche, les Français attendent de l'État parce qu'ils ont le sentiment, et je le partage, que nous sommes un pays en voie de sous-développement. Voilà, que nous n'avons rien, que nous sommes démunis, alors que nous sommes le pays où les contribuables payent les impôts les plus élevés du monde. Marine Le Pen. Et c'est à cela que le gouvernement devra répondre. Ma dernière question sur les élections municipales, peut-être en a-t-il été d'ailleurs question dans vos échanges avec le Premier ministre. Avez-vous évoqué la date du report? Octobre, mars 2021? Moi, je pense qu'il est déraisonnable d'envisager des élections en octobre, étant entendu qu'il va falloir faire une campagne électorale avant. Je pense que les Français n'auront pas véritablement la tête à cette élection, puisqu'il y aura 2 tours, du coup, puisque le premier tour, dans ces conditions, sera annulé. On rejouera donc les 2 tours, en tout cas pour les élections qui n'ont pas été acquises. Et il me paraît plus raisonnable d'organiser les élections départementales et municipales au mois de mars et peut-être les élections régionales dans ces conditions au mois de juin. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous dans toute franchise. Merci.